Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Alors, dans cette vidéo, nous allons répondre à la question qu'on me pose le plus souvent. Ça sert à quoi une imprimante 3D? Eh bien justement, voici une réponse. Ça sert à concevoir ou reproduire des pièces sur mesure. Voilà, vous avez une pièce, elle a cassé, vous voulez la refaire. Eh bien voilà, avec votre imprimante 3D, vous pourrez la refaire, surtout quand vous n'arrivez pas à la retrouver dans le commerce. Parce que bon, c'est pas toujours très rentable de le faire quand vous pouvez retrouver la pièce dans le commerce, mais quand vous ne pouvez pas la retrouver dans le commerce parce qu'elle est spécifique et parce que bah voilà, vous avez acheté votre objet il y a très longtemps et que du coup vous pouvez plus le retrouver, eh bien votre imprimante 3D, elle peut vous dépanner dans ce cas-là. Elle sert également à d'autres choses pour faire tout ce qui est prototypage, mais là aujourd'hui, on va se concentrer sur refaire une pièce à partir de la pièce d'origine. Alors justement, je vais profiter de la demande de Phoenix pour faire 2 vidéos sur la reproduction d'une pièce from scratch, c'est-à-dire depuis le début jusqu'à la pièce imprimée en 3D. Alors Phoenix, vous avez pu l'entendre dans des vidéos sur Star Citizen, mais là c'est pas le sujet. Aujourd'hui on se concentre sur refaire une pièce à sa demande. Alors dans cette première vidéo, nous allons nous pencher sur la modélisation de la pièce jusqu'à l'export du fichier en format STL. Je rappelle, le format STL, c'est celui qui est utilisé par le logiciel de slicing pour pouvoir après générer le G-code et que l'imprimante puisse effectuer ses déplacements de tête, chauffer le PLA et tout. Mais ça, nous le verrons dans la deuxième vidéo, dans laquelle nous ferons des essais de réglage de l'impression et ensuite on comparera les différents résultats obtenus. Alors à la fin de la deuxième vidéo, nous aurons eu l'occasion de voir tout le processus de conception d'une pièce, de A à Z finalement. Dans cette première vidéo, la conception, dans la deuxième, l'imprimante avec le logiciel de slicing surtout, avec les différents réglages et qu'est-ce que ça donne en termes de résultats. Alors cette première vidéo, elle a pour vocation à être un tutoriel sur les bases de la conception d'une pièce dans FreeCAD. On va pas tout voir, mais on va partir from scratch et on va designer notre pièce de A à Z dans le logiciel pour après l'exporter dans le logiciel de slicing. La pièce qu'on va reproduire, comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait elle est toute simple, mais elle sert à fixer des meubles et plus précisément des rallonges de table entre elles. Elle fait peut-être pas rêver, mais elle a le mérite d'être relativement simple, et bien qu'elle soit simple, ça l'empêche pas de présenter quelques challenges tout de même en termes de conception, notamment le cas des bords en biseau, parce que comment est-ce qu'on fait des bords en biseau dans les deux sens, c'est-à-dire vertical et horizontal. Ça a été le petit challenge pour moi dans l'apprentissage du logiciel. En plus, elle permet de mettre en avant l'un des grands intérêts de l'impression 3D, refaire une pièce qu'il est impossible ou très difficile de se procurer. Alors pour faire la modélisation de notre pièce, nous allons utiliser le logiciel open source FreeCAD. Il est dans sa version 0.18. Alors qu'est-ce que FreeCAD et à quoi ça sert? FreeCAD, c'est un logiciel de conception assistée par ordinateur qui existe depuis 2001 et qui est toujours activement maintenu. Alors pour preuve, lors de la préparation de cette vidéo, il est passé de la version 0.17 à la version 0.18. Toutes les images que vous verrez dans cette vidéo sont réalisées dans la version 0.18. Alors j'ai refait tout. FreeCAD est un logiciel, donc comme je disais, de conception assistée par ordinateur. Alors parmi les logiciels les plus connus, puisque lui il est gratuit, il y a Katia, SolidWorks, Solid Edge, et j'en oublie probablement beaucoup, étant donné que c'est pas ma spécialité. Alors comparé à ces logiciels, il est évident qu'il manque toujours des fonctionnalités qui le rendent trop limité pour des entreprises, mais en tout cas pour nous, il est suffisamment complet pour débuter avec la CAO. Alors en se baladant dans les projets utilisateurs, on peut voir qu'il est déjà possible de concevoir quand même pas mal de projets intéressants. C'est pour ça qu'il va éventuellement aussi convenir à quelques entreprises du type TPE ou PME, et je vous montre là à l'écran l'exemple du parachute qui a été réalisé et conçu surtout dans le logiciel. Il faut savoir que FreeCAD, il est disponible, c'est un de ses autres avantages, sur différents systèmes d'exploitation, donc Windows, Mac et Linux, donc il est quand même relativement bien distribué à ce niveau-là, et il s'agit d'un logiciel de conception assisté par ordinateur à conception paramétrique. Alors qu'est-ce que ça veut dire à conception paramétrique? La conception paramétrique, c'est un mode de fonctionnement des logiciels de CAO qui permet de définir une entité par rapport à des paramètres qui peuvent être modifiés facilement. Donc en gros, l'avantage, c'est que ça permet de changer facilement la définition de la pièce, de revenir dessus, de la modifier et de la faire évoluer avec le temps sans pour autant devoir retravailler tout le design de la pièce. L'avantage de ce type de conception, c'est la gestion d'un historique qui permet entre autres un retour rapide en arrière en cas d'erreur, comme on pourra le voir probablement dans une prochaine vidéo après avoir conçu notre première pièce. Alors les paramètres, il faut comprendre qu'ils sont de plusieurs types. Ils sont intrinsèques, c'est-à-dire la longueur et l'angle, cartésiens, des coordonnées par rapport à un repère, situationnel, la distance, l'angle entre les deux des éléments, ou alors le plus important, de type
contrainte. Alors, une contrainte, c'est un paramètre que l'on ne veut pas pouvoir modifier. On le verra, les contraintes sont essentielles dans le design d'une pièce. Il est d'ailleurs fortement recommandé de contraindre entièrement vos sketchs. Vous verrez cela un peu plus tard dans la vidéo, et on le fera d'ailleurs dans le design de notre pièce absolument à chaque étape pour éviter les problèmes, et ça permet de générer le modèle 3D sans avoir trop de soucis. Alors FreeCAD, il utilise son propre format de fichier, le FreeCAD Standard File Format. Les fichiers peuvent aussi être échangés avec d'autres formats, et ça c'est très intéressant. Donc parmi ceux qui vont potentiellement nous intéresser, il y a le format DXF, SVG ou STL. Alors le STL évidemment, c'est celui qui nous intéresse dans notre cas. Il y en a d'autres, formats STEP, IGS, DAE, IV ou SCAD. Donc ça, c'est des formats qu'on va pas forcément fouiller aujourd'hui, mais nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait de pouvoir justement échanger avec d'autres logiciels via le format STL, donc c'est-à-dire avec notre logiciel de slicing. Au niveau des fonctionnalités de FreeCAD, elles sont, pour faire un gros résumé, il y a la représentation de la scène 3D qui est basée sur Open Cascade et conforme au format Open Inventor via la bibliothèque Coin 3D. Donc en gros, tout ça pour dire que le logiciel, il se base sur des formats et des bibliothèques open source, et donc ils n'ont pas tout recodé. Il y a une fonctionnalité de scripting avec le langage Python. Alors j'ai pu le constater dans mes recherches pour apprendre le logiciel. Vous pourrez voir que beaucoup d'articles vous renverront rapidement sur des scripts en Python. D'ailleurs, ça a été un petit peu le problème parce que moi, mon but, c'était de faire un tutoriel uniquement en interface graphique pour commencer. Et donc, ça va clairement être le gros défaut de l'outil pour le moment. Pour des utilisateurs qui codent pas, apparemment, beaucoup de fonctionnalités sont fournies uniquement au travers du scripting et seront pas forcément disponibles via l'interface graphique. Alors moi, j'ai pas d'exemple là concret en tête, si ce n'est qu'il y a des fonctionnalités, on va le voir un peu plus tard, qui sont plus performantes via le Python, mais c'est pas pour l'instant quelque chose dans notre cas qui m'a bloqué. Alors c'est clairement quelque chose qu'il faudra prendre en compte dans le choix de l'outil. Soit vous connaissez déjà Python, soit vous connaissez déjà un peu la programmation et vous êtes prêt à apprendre Python, mais si vraiment du scripting c'est quelque chose qui vous rebute, là je pense qu'il faudra assez vite regarder jusqu'où vous arrivez à aller avec l'interface graphique avant de vous dire ok, c'est là-dessus que je vais aller et que je vais investir du temps pour apprendre le logiciel. Bon, ceci dit, comme je disais, je vous rassure, nous n'aurons pas besoin de faire de script dans cette vidéo et il est clairement possible de faire des pièces simples en utilisant uniquement l'interface du logiciel. Une autre fonctionnalité de FreeCAD, c'est son extensibilité. Donc il a un gestionnaire d'add-on qui permet de l'étendre avec des bancs de travail additionnels, donc Workbench en anglais. Bon bah typiquement, il y a par exemple WebTools qui va entre autres permettre de communiquer avec Git. Donc pour tous les codeurs, vous comprendrez l'intérêt d'aller mettre vos scripts et vos différents diagrammes et schémas et sketchs et fichiers dans l'outil. Alors parmi les fonctionnalités qui vont nous être les plus utiles ou m'intéresser plus particulièrement, il y a le Sketcher, donc qui permet de réaliser des esquisses. Alors on va le voir beaucoup dans cette vidéo, on va constamment l'utiliser dans le design de notre pièce et il va nous permettre de faire des esquisses en 2D, des plans en gros, et de définir leurs contraintes, ce qui nous permettra ensuite de réaliser une action de protrusion dessus. Donc la protrusion, ça sert à quoi? Ça sert à les transformer en objets 3D, à leur donner du volume. Un module de dessin technique aussi est disponible dans le logiciel, donc qui lui va permettre de générer des vues 2D de nos modèles 3D avec les détails tels que les dimensions, les sections, etc. Enfin tout ce qui est lié à un dessin technique et qui va permettre l'export au format SVG ou PDF. C'est là où je reviens justement sur la limitation du logiciel quand on ne fait pas du Python. A priori, l'interface graphique, même dans la version 0.18, repose sur une ancienne version de ce module et donc elle va être limitée par rapport au script Python qui lui par contre repose sur la librairie la plus récente et qui va donc permettre de faire des choses qui va être plus puissant tout simplement. Il est fort probable qu'à un moment je teste ce module de génération de dessin technique toujours en repartant de notre pièce dans une prochaine vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Il y a aussi une autre chose qui va beaucoup m'intéresser, c'est un module de simulation de robots. Donc je parlais de prototypage dans à quoi sert une imprimante 3D. Bon là voilà, typiquement moi à terme un jour j'ai des grands rêves de projet de faire des petits robots, alors pas forcément super compliqués mais voilà parce que ça m'amuse d'un peu apprendre la robotique et donc il a un module de simulation de robots qui va permettre d'étudier les mouvements des robots visuellement et ça m'intéresse vraiment beaucoup, on le verra sans doute dans des vidéos futures. Alors les autres fonctionnalités, donc on va pas forcément s'attarder trop sur les fonctionnalités, mais il a un module de chemin. Donc typiquement, qu'est-ce qu'on appelle un module de chemin? C'est pour la manufacture assistée par ordinateur. Donc là, typiquement, on est dans l'imprimante 3D, le CNC, le graveur laser et tout ce qui va reposer en fait sur du G-code. Et donc notre but dans la vidéo, ça va être d'exporter en format STL pour l'utiliser dans le logiciel de slicing, mais en gros, il a un module qui va permettre d'aller jusqu'à la génération du G-code et donc potentiellement de pouvoir
pouvoir passer directement de ce logiciel à l'imprimante 3D sans passer par le slicing. J'essaierai peut-être cette fonctionnalité dans une future vidéo pour voir un peu ce que ça donne. Alors il a d'autres modules un peu intéressants, il a le module d'architecture qui va permettre de modéliser des bâtiments, de toute évidence, hein. Mais là mes compétences en architecture étant complètement inexistantes, je pense pas que ce module va m'être complètement utile pour le moment. En tout cas bon, j'ai pas forcément prévu de m'y attarder. Il a aussi une fonctionnalité de gestion de feuilles de calcul intégrée avec un parseur d'expression. Alors l'intérêt de ça en gros c'est de permettre la construction de modèles basés sur des formules et aussi de pouvoir gérer les données dans un endroit centralisé et donc de générer des modèles à partir de ces feuilles de calcul et non pas à partir de toutes les étapes qu'on verra aujourd'hui de conception dans le logiciel. Il a un module de rendering qui lui va permettre d'exporter les objets en 3D pour faire le rendu avec un logiciel de rendu externe. Donc là clairement on a l'air d'être dans des logiciels de rendu de type ray tracing et pour l'instant ce module là il est limité à PovRay et à LuxRender, donc qui clairement font du ray tracing de ce que j'ai pu regarder. Et donc pour faire un très grossier résumé, ça permet d'envisager de modéliser une pièce dans FreeCAD, de l'exporter pour faire un rendu en ray tracing et de l'injecter ensuite dans Blender pour l'intégrer dans une scène 3D plus complexe. Alors avant de se lancer dans la modélisation, on va se familiariser un tout petit peu avec l'interface et les différentes zones qu'elle présente. Alors la première chose à savoir, c'est que l'interface graphique elle est basée sur Qt qui rend son fonctionnement identique sur toutes les plateformes sur lesquelles il est disponible. Donc je rappelle Windows, Mac et Linux. Donc ça c'est l'avantage, c'est qu'aujourd'hui je vais vous montrer moi ce que j'ai réalisé sous un environnement Windows. Si vous êtes sur un Mac, en théorie vous devriez retrouver exactement la même expérience graphique et donc ne pas être perdu. Alors pour faire simple, on peut résumer l'interface en fonction des zones d'affichage qu'elle présente. On va évidemment avoir la zone de menu et des actions sur les objets sélectionnés. On va avoir aussi l'arborescence qui affiche la hiérarchie des objets dans le document et qui permet d'afficher aussi l'onglet de panel de tâches. Donc par exemple les objets 2D dans notre sketcher et avec les contraintes qu'on va pouvoir y apposer ou définir. On va avoir ensuite la zone d'affichage du rendu 3D ou du sketch en cours. Elle affiche également la page de démarrage. Voilà. Et enfin on va avoir l'éditeur de propriétés qui lui va nous permettre d'afficher et de modifier les propriétés de l'objet sélectionné. Voilà, il n'y a rien de magique, mais voilà, en gros il y a ces 4 zones là à bien avoir en tête et avec ça on arrive assez facilement à naviguer dans tout ce qu'on veut faire. Nous allons largement naviguer entre ces zones d'affichage dans la conception de notre pièce et ce qu'il faut noter aussi c'est que là je vous montre l'affichage par défaut de l'interface, j'ai pas créé de vue particulière, donc vous n'aurez pas les zones de la vue de sélection, la vue de rapport, la console Python puisque c'était vraiment pas le but de le mettre et qu'il y a d'autres zones disponibles que vous pouvez afficher comme la scene view, mais pour pas nous perdre, on va pas s'attarder sur ces zones dont on se servira pas. Alors, pour concevoir notre pièce, la notion essentielle à bien appréhender se trouve dans la zone d'action des menus, le menu déroulant qui permet de naviguer entre les différents bancs de travail, donc workbench en anglais, si vous faites des recherches pour de la documentation, parfois sur ce type de logiciel, il vaut mieux faire la recherche en anglais, donc banc de travail, workbench, et aussi, il faut savoir que par moment, dans les menus, les bancs de travail, ils sont appelés ateliers. Donc voilà, quand on dit atelier, banc de travail ou workbench, on est en train de parler de la même chose. Alors qu'est-ce qu'un banc de travail Un banc de travail, ça peut se définir par rapport à l'objectif qu'il sert et il fournit en fait un ensemble d'outils adaptés à ce but. Alors, pour bien préciser mon propos, on va pouvoir prendre l'exemple par exemple du banc de travail ship, bateau en anglais, qui lui est spécialisé dans la conception de bateaux, alors que le banc de travail Arch, lui, il va être là pour faire de l'architecture de bâtiments. Donc comme je disais, ça, moi, je maîtrise pas, donc je vais pas forcément vous le montrer, ni les bateaux, ni les bâtiments. Mais voilà, faut savoir qu'il va vous présenter des outils spécialisés en fonction de l'objectif que vous allez chercher à réaliser. Alors pour notre besoin dans cette vidéo, on utilisera les bancs suivants. Le Sketcher, donc qui permet de réaliser des esquisses 2D, d'y définir les contraintes pour pouvoir ensuite transformer cette esquisse en objet 3D. Et c'est dans ce banc de travail qu'on réalisera la plupart de la conception de la pièce. Le banc Part Design, donc conception de parties, de pièces évidemment. Il permet de concevoir des pièces complexes basées sur plusieurs sketchs, donc esquisses en 2D, je rappelle. Le premier sketch nous permettra de définir la base de la pièce, puis nous appliquerons des sketchs complémentaires sur ses faces pour pouvoir finaliser la conception. Il nous permettra également de définir plusieurs corps, donc que vous verrez, vous comprendrez mieux un peu plus tard. Nous, on va utiliser 2 corps pour réaliser notre pièce, pour pouvoir la finaliser. Donc on aura un corps principal qu'on complétera avec plusieurs sketchs et on rajoutera à la fin un deuxième corps pour faire l'embout de la pièce, tout simplement.
Et enfin, on verra le banc Part, donc voilà, partie de pièce, hein, très différent de Part Design, attention, hein, qui lui va nous permettre d'effectuer, dans notre cas, des opérations booléennes à partir de plusieurs formes 3D. Par exemple, il permet d'ajouter des formes simples comme un cube, un cylindre, un cône, et il offre également surtout des outils pour réaliser, donc je disais, des opérations booléennes entre les formes, et nous, on utilisera justement l'opération booléenne de soustraction pour finaliser notre pièce, en gros pour retirer du matériau sur notre pièce pour créer les angles de notre embout. Alors, une autre chose à comprendre, c'est qu'il y a quasiment toujours plusieurs manières de réaliser une action. Par exemple, fixer une contrainte sur une ligne pourra être réalisée soit par un menu, soit par une action rapide, donc l'action rapide c'est vraiment juste sous la zone de menu, soit par un clic droit sur la ligne dans la zone d'arborescence qui expose le panel de tâches. Voilà, tout simplement. Donc en gros, vous faites un clic droit sur votre objet ligne et vous lui dites définir une contrainte de distance. Vous allez pouvoir réaliser la même chose à travers un petit bouton d'action rapide, ou alors en vous promenant dans les menus, vous allez pouvoir retrouver dans la partie contrainte, définir une contrainte de distance, et les trois feront exactement la même chose évidemment. Le premier banc de travail qu'on va utiliser, ça va être le banc Part Design. On crée donc un corps pour notre objet. Pour commencer à modéliser notre pièce, nous allons créer un sketch et l'appliquer sur le plan XY qui va nous permettre de réaliser un plan en 2D vu de dessus. Ce premier plan, il va être très basique, hein. Nous créons simplement un carré de dimension de 15 mm de côté. Nous pouvons voir dans la sélection éléments que 4 objets de type ligne s'ajoutent automatiquement, et comme nous avons créé un carré, les contraintes de ligne verticale et horizontale sont automatiquement ajoutées. Ici, ce sont les contraintes 5, 6, 7 et 8. Elles sont visuellement représentées sur le schéma par des traits rouges horizontaux et verticaux, hein, suivant qu'elles soient d'une contrainte horizontale ou verticale, et elles sont positionnées au milieu des lignes sur lesquelles elles s'appliquent. Les 4 premières contraintes avec un symbole de point en rouge représentent les 4 points de jonction des lignes dans l'esquisse. Pour savoir à quel objet correspond une contrainte, vous pouvez faire un clic droit dessus et sélectionner Select Element. Il sera alors mis en surbrillance en vert. Il sera également possible de modifier la valeur d'une contrainte, par exemple une contrainte de dimension d'une ligne, aussi simplement. Nous ajoutons maintenant la contrainte de dimension verticale sur l'un des côtés, et nous faisons de même avec la contrainte de longueur horizontale sur sa ligne perpendiculaire. On a maintenant un carré de 15 mm de côté. Alors à ce stade, le plan 2D n'est pas considéré comme complètement contraint. On peut d'ailleurs le voir dans la section message du solver, le message esquisse sous contrainte avec 2 degrés de liberté est présent. Et alors techniquement, il n'est pas indispensable de contraindre entièrement son plan. Après de nombreux essais pour apprendre le logiciel, je peux toutefois vous le recommander. Il vaut mieux contraindre votre plan. Donc pour contraindre entièrement notre carré, on va devoir simplement indiquer sa position par rapport à l'origine du plan. L'origine du plan, c'est le point en rouge à l'intersection de l'axe X, la ligne verte, et de l'axe Y, la ligne en rouge. Nous sélectionnons donc le point d'origine avec la touche CTRL enfoncée pour pouvoir aller sélectionner le deuxième, et on sélectionne donc ce deuxième point sur notre schéma, celui en bas à gauche de notre carré. On va ensuite simplement créer une contrainte de distance verticale et une contrainte de distance horizontale d'une dimension de 0 mm pour lui dire colle notre point d'origine de notre schéma avec notre point d'origine de notre forme. Les lignes de notre schéma elles sont maintenant en surbrillance en vert, ce qui nous indique tout simplement que notre schéma est considéré comme entièrement contraint par le logiciel. On peut donc maintenant procéder à la protrusion de notre plan pour en tirer un modèle 3D. Alors pour faire ça, on clique sur fermer dans l'onglet des tâches qui va nous permettre de quitter le banc de travail Sketcher. Et on sélectionne maintenant l'icône de protrusion et nous lui indiquons que nous souhaitons générer un objet 3D d'une longueur de 8 mm sur l'axe Z, donc d'une profondeur de 8 mm dans notre cas. Et voilà, maintenant la première partie de notre pièce en 3D est faite. Vous pouvez voir que la protrusion a généré un objet de type pad dans le document. Nous cliquons dessus pour le sélectionner et nous sélectionnons ensuite l'icône créer un nouveau sketch à appliquer sur le plan XY de cet objet. Ça va nous permettre de compléter le design de notre pièce pour commencer à y ajouter la partie supérieure. Afin de pouvoir indiquer au logiciel comment ce sketch se positionne sur le plan XY, nous sélectionnons l'icône nous permettant de créer une arête liée à une géométrie externe. Dans notre cas, nous allons lui indiquer comment positionner notre sketch par rapport à l'objet 3D contenu dans le pad que nous venons tout juste de créer. Donc notre géométrie externe, c'est notre objet qui est contenu dans le pad. Ça va nous permettre de positionner notre nouveau plan par rapport à son plan XY, ce qui permettra de contraindre de nouveau entièrement notre nouveau schéma. On ajoute un rectangle sur le schéma et la contrainte de dimension horizontale 32 mm. Nous ajoutons ensuite la contrainte de 11 mm de dimension verticale sur la ligne perpendiculaire. Il nous faut maintenant fixer l'origine de ce rectangle par rapport à notre géométrie externe, donc comme je rappelle, notre objet contenu dans le pad. Et donc on procède de la même manière que précédemment en créant les contraintes de dimension horizontale et verticale avec une distance de 0 mm. Alors par effet de cascade, notre géométrie externe étant contrainte par rapport à l'origine du plan, notre nouveau rectangle sur le plan XY
est maintenant également défini en fait par rapport à l'origine de ce plan aussi, c'est pour ça qu'il est entièrement contraint. On ferme de nouveau notre sketch et on effectue l'action de protrusion qui va nous générer un nouvel objet de type pad dans notre document. On va compléter le design de notre pièce avec un nouveau sketch sur le plan XY de notre pad 001, donc notre nouvel objet nouvellement créé. Et comme précédemment, on sélectionne l'arête de la géométrie externe qui va nous servir à indiquer l'origine de notre schéma. On va maintenant compléter notre pièce avec des arcs de cercle en fait d'un rayon de 8 mm. Alors pour faire ça, comment on fait? On ajoute tout simplement deux cercles sur lesquels on ajoute une contrainte de diamètre 16 mm. Et pour obtenir nos arcs de cercle, on positionne leur centre à une distance de 8 mm de chaque limite de notre arête de géométrie externe avec l'utilisation d'une contrainte de distance horizontale à une hauteur de 0 mm à travers d'une contrainte de distance verticale. On ferme le sketch et on procède de nouveau à la protrusion et notre pièce est maintenant complétée par les arcs de cercle d'un rayon de 8 mm. On va maintenant percer la pièce avec des trous d'un diamètre de 3 mm qui vont servir en fait tout simplement à passer les vis au travers. Et pour faire ça, on crée un nouveau sketch sur le plan XY de l'objet pad 002 de notre document. Comme vous pouvez le voir, par défaut le sketch se crée sur la face arrière de la pièce et non sur le dessus de celle-ci. On doit donc lui indiquer comment faire pour savoir sur quelle face se positionner en la sélectionnant au préalable lors de la création du sketch. Celui-ci sera alors correctement positionné, soit sur la face avant, soit sur la face arrière, suivant ce qu'on lui aura indiqué. On crée deux cercles tout simplement et on fixe leur diamètre à 3 mm et comme on a pu le faire dans les deux sketchs précédents, on va définir l'origine de notre sketch relativement à la géométrie externe. Alors j'étais un peu fatigué car j'ai dû refaire une fois de plus le design de la pièce à cause des rushs qui vous permettaient pas de voir les menus que je sélectionnais, donc je fais une erreur à l'origine du placement des cercles à 7.5 mm au lieu de 8 mm. Je vais rapidement rééditer le sketch pour corriger cette erreur et positionner correctement l'origine des cercles. On ferme le sketch et cette fois, nous n'allons pas faire une protrusion, mais nous allons nous servir de l'outil perçage. Alors le trou pour accueillir la vis est fait. Nous allons maintenant nous attaquer au chanfrein qui aura une profondeur lui de 4 mm. Alors le chanfrein il va permettre de faire en sorte que la tête des vis ne dépasse pas de la pièce. Comme il ne prend que la moitié de la hauteur de la pièce, il laisse suffisamment d'épaisseur pour pouvoir serrer la vis correctement dans son support. Les chanfreins auront un diamètre de 10 mm, comme ça on peut avoir une tête de vis de bonne taille et nous les positionnons sur le dessus de la pièce et pour faire ça on sélectionne la face du dessus et on ajoute deux cercles de 10 mm de diamètre. De nouveau on va aller positionner notre sketch par rapport à la géométrie externe, cette fois avec une arête dont l'extrémité se situe à l'intersection des deux cercles qui nous ont servi à créer les bords des arcs de cercle. Alors afin de centrer le chanfrein, on définit les contraintes de distance horizontale à une valeur de 8 mm et on définit également les contraintes de distance verticale à 0 mm qui va permettre tout simplement de centrer notre chanfrein. Alors pour creuser notre chanfrein, nous utilisons l'outil de création d'une cavité à partir d'une esquisse et on définit la profondeur de cette cavité à 4 mm. Les chanfreins apparaissent maintenant tout simplement sur notre modèle 3D. Sur la photo de la face du dessous de la pièce d'origine, on peut constater qu'il y a une cavité. Alors nous allons maintenant la reproduire dans notre sketch afin de pouvoir utiliser l'esquisse pour l'appliquer en utilisant l'outil de création d'une cavité qu'on vient tout juste de voir. Alors d'après mes observations de l'utilisation de la pièce d'origine, cette cavité elle n'a pas de fonction particulière. Je pense qu'elle a pour seul et unique but en fait d'économiser de la matière. On aurait donc complètement pu s'abstenir de la répliquer dans la conception de notre pièce, car de toute évidence elle va la fragiliser, mais dans notre cas, pour la production à très petite échelle, le gain de matière est tellement faible et négligeable que vraiment on aurait pu s'abstenir, et en plus ça va fragiliser la pièce. On va quand même l'ajouter ceci dit. Pourquoi? Alors parce que ça va nous obliger à utiliser les paramètres de support dans le logiciel de slicing, ce qui va me permettre de vous en parler un peu plus précisément dans la prochaine vidéo. Il n'y a pas beaucoup de choses à dire de plus, on positionne tout simplement la cavité à 2 mm du bord de la pièce, donc on avait créé dans le tout premier sketch, et on la centre, la cavité elle va avoir une profondeur de 4 mm. On va maintenant créer sur le dessus de la pièce l'encoche qui permettra à la seconde partie de la pièce de venir se clipser et ainsi permettre la mise en place des rallonges de la table à laquelle notre pièce actuelle est destinée. Ici aussi, l'opération elle va consister à créer des cavités sur le corps du modèle 3D que nous avons créé dans notre premier sketch. Il n'y a rien de particulier à ajouter sur cette partie qui repose sur des outils que nous avons déjà pu voir dans les étapes précédentes. Alors pour guider la tête de la seconde pièce qui va se clipser dans l'encoche, nous allons maintenant créer un rail, entre guillemets évidemment, en retirant de la matière de notre modèle 3D du bord jusqu'à l'encoche où viendra se positionner la tête.
Le corps principal de notre pièce, il est maintenant créé. Pour compléter et finir la conception de notre réplique, on ajoute un deuxième corps à notre document. Alors un document dans FreeCAD, grosso modo, c'est un container qui dans notre cas va nous permettre de définir toutes les parties d'une pièce, donc les corps, et de les positionner pour obtenir une pièce finale. Je pense d'ailleurs qu'il doit pouvoir contenir plusieurs pièces et pouvoir faire des objets beaucoup plus complexes comme des bras articulés pour la robotique par exemple. Nous ajoutons donc un nouveau corps cette fois et nous allons ajouter un sketch sur ce corps sur le plan YZ et non pas XY comme nous avons fait jusqu'à maintenant. Alors pourquoi? Pour faire une esquisse sur le profil de la pièce. Alors comme l'embout de notre pièce a des angles, ça va vraiment nous simplifier la partie création de cette partie. On crée donc la forme du profil du nouveau corps comme nous avons pu le faire précédemment, hein. Et comme nous sommes toujours dans le même document, on peut utiliser notre corps principal, notre premier corps, comme géométrie externe et utiliser une de ces arêtes pour pouvoir contraindre entièrement ce deuxième corps de la pièce. Le reste de l'esquisse est réalisé en ajoutant des lignes et en liant les points d'origine entre eux, une fois de plus en utilisant les contraintes de distance verticale et horizontale. Alors je pense d'ailleurs qu'il y a moyen de lier les points d'origine autrement, mais cette technique fonctionne et honnêtement elle est suffisante pour notre tutoriel. Alors le profil de la pièce il est maintenant créé et son esquisse est entièrement contrainte. On va procéder à la protrusion de nouveau, mais cette fois sur une distance de 15 mm qui correspond en fait à la largeur de notre pièce finale. On a désormais les deux corps constituant notre pièce de prise en compte dans notre modèle 3D et notre deuxième corps possède ses arêtes obliques sur l'axe horizontal. On va ajouter le rail maintenant qui va guider la tête de la pièce sur ce deuxième corps et qui viendra se clipser dans l'encoche, donc la tête évidemment. Nous procédons exactement de la même manière que précédemment en ajoutant un sketch qui nous servira à ajouter une cavité sur ce second corps. Il nous reste désormais à créer les angles sur les côtés et sur l'axe vertical. Pour faire cela, on va devoir quitter le banc de travail Part Design qu'on a utilisé jusqu'à maintenant pour utiliser le banc de travail Part pour finaliser la pièce. Alors attention, notez bien que les bancs de travail Part et Part Design, ils sont différents et ils n'offrent pas les mêmes outils. Alors avant de quitter le banc Part Design, on va cette fois ajouter un dernier sketch et ce sketch il va nous servir uniquement pour nous guider dans l'étape suivante où nous positionnerons tout simplement un cube le long des arêtes diagonales du sketch qu'on va créer, de cette esquisse, pour retirer du matériau de notre modèle 3D. Il va donc uniquement nous servir pour guider la coupe du matériau sur un angle de 42 degrés. Maintenant que notre sketch est fini et avec nos angles de 42 degrés, on va basculer sur le banc Part et on ajoute un cube sur notre modèle 3D. On déplace le cube, on lui donne un angle de 42 degrés en le positionnant le long d'une arête de notre sketch précédent. Alors attention, hein, le positionnement du cube peut prendre un peu de temps. Il faut savoir qu'il est possible de régler le pas de déplacement sur les axes en double-cliquant sur l'objet cube pour être plus précis dans son positionnement et surtout moins galérer. Honnêtement, ça prend un peu de temps et je vous épargne, je vous ai quand même beaucoup coupé le temps de positionnement pour pas parce que c'est pas très intéressant à regarder. Et donc une fois le cube positionné, on utilise l'outil exécuter une intersection entre deux formes, donc une opération booléenne qui va nous permettre de couper notre modèle 3D en fonction du positionnement du cube. On réitère l'opération avec le deuxième angle et on rend invisible le sketch qui nous a permis de positionner les cubes. Et voilà, on vient de finir la conception de notre réplica. Il ne reste maintenant plus qu'à exporter notre modèle, notre réplica dans le format STL pour pouvoir l'utiliser dans le logiciel de slicing et imprimer une pièce de test pour pouvoir la comparer avec notre pièce d'origine. L'opération d'export elle est fort simple, hein, honnêtement. Il faut sélectionner les deux corps et l'objet qui correspond à la coupe qu'on vient de réaliser et dans le menu fichier, on va cliquer sur exporter. On intype comme type de fichier le format STL, on choisit l'emplacement du fichier, on valide et le tour est joué. Alors je vous montre maintenant la pièce d'origine et le résultat de l'impression 3D de notre réplica, enfin plus précisément du test de notre réplica. Et alors là vous pourrez constater que les mesures ne sont pas complètement correctes, hein, je me suis un tout petit peu loupé. Mais comme on utilise un logiciel de CAO paramétrique, ce sont des erreurs qu'en fait je vais pouvoir aller très facilement corriger. Il suffit tout simplement de rouvrir le sketch et de corriger les contraintes de dimension pour que le modèle se mette à jour. On réexporte en STL, on réimporte dans le logiciel de slicing, on imprime et c'est réglé. Alors un autre détail hein, qui diffère de la pièce d'origine, mon encoche elle est droite alors que celle de la pièce d'origine, elle possède un léger angle pour conduire la tête de la seconde pièce qui va se clipser vers la seconde encoche. Alors pour corriger ce point, on va pouvoir utiliser une autre opération booléenne de nouveau pour créer l'angle en retirant du matériau, mais pour ne pas trop me compliquer la vie dans la conception de la pièce de test et aussi pour garder ce tutoriel le plus concis possible, j'ai préféré pas aborder la création de cet angle dans cette vidéo, d'autant plus qu'on a déjà vu les outils qui vont servir à faire cette opération là juste avant. Alors je ferai sans doute d'ailleurs peut-être une
une très courte vidéo complémentaire, beaucoup plus courte en tout cas, pour montrer la correction et la finalisation du design du réplica avec l'angle de l'encoche et accompagner la tête dedans. Voilà, si ça vous intéresse, je ferai ça, histoire de vous montrer justement l'intérêt du logiciel de CAO paramétrique et comment on va vraiment finir notre pièce. C'est donc sur cette première pièce de test de design imprimée en PLA que s'achève cette vidéo. Je vous remercie vraiment de l'avoir regardée, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez ou si vous avez des astuces sur FreeCAD. N'hésitez pas non plus à me poser vos questions, j'essaierai d'y répondre le mieux possible. N'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo à tous vos amis pour soutenir la chaîne. Cliquez sur la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à bientôt.